on veut résumer. Voilà, si on additionne les primes, en effet, il y a plusieurs primes qui s'accumulent. Et on voit le président du Conseil du Trésor qui en est à sa première présence, à ses conférences de presse quotidiennes ou quasi quotidiennes. Donc, Christian Dubé, Conseil du Trésor, qui viendra donner l'impact de ça aussi, combien ça va coûter, combien on va... Lui, je veux dire, ces journées doivent être longues aussi, là. C'est sûr que c'est différent comme travail, mais il voit s'accumuler les factures, puis il doit commencer à avoir mal à la tête ici, comme à Ottawa. Et ça illustre la difficulté que le gouvernement a en ce moment à trouver du monde pour aller travailler dans les CHSLD. Chaque jour, M. Legault fait cet appel. Et il y a 2 jours, quand il faisait allusion à ce programme, il disait « c'est notre dernière arme ». C'est comme s'il a tout essayé pour mobiliser du monde. Et là, il arrive avec ce qu'il pense être une carte maîtresse, 1 000 $ par mois, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par mois. En tout cas, c'est une forme de reconnaissance du travail essentiel de ces gens, puis de la reconnaissance, ils en demandent depuis des années et des années. Je vous laisse, mesdames et messieurs, sur la conférence de presse et on conclut, Sébastien et moi, après. Le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui du ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor, M. Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Avant de passer au bilan, je veux revenir peut-être pour éclaircir un peu les principes qui nous guident dans les décisions qu'on prend, qu'on a prises puis qu'on va continuer de prendre. D'abord, avant de décider de déconfiner, donc de laisser les magasins ouvrir, les écoles, on s'assure de 2 choses. On s'assure d'abord que la contagion est sous contrôle, donc les fameux ratios RO ou R0, et RO d'abord. Les gens le disent différemment, mais choisissez celui que vous préférez. Donc, on regarde le degré de transmission, là, puis on essaie d'avoir une transmission qui est inférieure à 1. Puis on regarde la disponibilité de lits dans la région en question. Donc, actuellement, quand on regarde ces 2 critères-là, à l'extérieur du Grand Montréal, c'est sous contrôle. Donc, c'est pour ça que graduellement, à l'extérieur du Grand Montréal, on commence à ouvrir graduellement les commerces, les écoles, les services de garderie. Quand on regarde la situation dans le Grand Montréal, d'abord, quand on regarde la propagation du virus, on est autour de 1. Donc, c'est stable, mais ce n'est pas encore en bas de 1. Donc, premier problème. Deuxième problème, les lits. Bon, je vais être bien clair, là, on a à peu près 1000 lits de disponibles dans la grande région de Montréal. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le personnel avec ces lits-là. Donc, si demain matin, il y avait une augmentation de propagation du virus dans le Grand Montréal, on n'aurait pas, en tout cas tout le personnel, on aurait un peu, mais pas tout le personnel pour faire face à cette hausse. C'est pour ça qu'on a quand même un défi, là, puis je vous le dis depuis longtemps, d'augmenter le nombre d'employés, surtout dans la grande région de Montréal. Donc, aujourd'hui, on est rendu à 11 600 employés qui sont absents. Puis l'autre chose qui est importante, c'est dans les employés qui sont présents dans le réseau de la santé, 50 travaillent à temps partiel. Donc, ils ne sont pas là à temps plein. Donc, on a demandé au président du Conseil du Trésor, qui va vous expliquer ça tantôt, de dessiner un incitatif pour que les gens, d'abord, reviennent au travail, puis travaillent à temps plein. Donc, vous allez voir, j'annonce donc aujourd'hui une nouvelle prime qui va être donnée aux personnes dans les CHSLD, dans les résidences privées, dans les hôpitaux, mais là, on appelle ça les zones rouges, là où il y a des personnes qui sont infectées. Donc, là où on a des problèmes, puis qu'il y a peut-être des inquiétudes pour certaines personnes de venir travailler, quoique tout le matériel de protection est disponible. C'est une prime qui est quand même intéressante. Ça va jusqu'à, en fait, la personne qui vient travailler à temps plein pour 4 semaines, donc pour 1 mois, 36 heures
0,25 par semaine, va avoir une prime en plus du salaire de 1 000 $ par mois. Donc, c'est quand même intéressant là, pour un préposé aux bénéficiaires. C'est à peu près 30 d'augmentation du salaire. Donc, Christian va vous expliquer tantôt exactement comment la mécanique va fonctionner. La deuxième annonce que je veux vous faire, compte tenu justement de la situation qui est difficile à Montréal, surtout parce qu'il nous manque de personnel, c'est le docteur Arruda et moi, on a tous les deux décidé ensemble, puis on était tous les deux d'accord avec ça, de reporter d'une autre semaine l'ouverture des commerces dans le Grand Montréal, puis de reporter d'une semaine l'ouverture des écoles, des services de garde, donc qui sera maintenant le 25 mai, si et seulement si la situation s'améliore, entre autres du côté du personnel d'ici le 25 mai. Donc, on va suivre ça. On a quelques semaines devant nous, mais les gens, là, doivent comprendre que les commerces, les écoles et les services de garde dans le Grand Montréal, ça veut dire la CMM, là, ouvriront pas avant le 25 mai. Maintenant, le bilan du jour. On a malheureusement 121 nouveaux décès. On est rendu à 2631 décès. Donc, mes pensées sont avec les familles, les proches de ces victimes. On est rendu à 35 238 cas confirmés. C'est une augmentation de 911. Peut-être important aussi de le dire, là, pour s'encourager un peu. Il y en a au moins 8 600 sur ces 35 000 qui sont guéris aujourd'hui, là. Puis il y en a qu'on n'a pas testé, donc il y en a plus que 8 600. On a 1 836 personnes hospitalisées, c'est une diminution de 4. Puis 224 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 11. Bon, je veux revenir, puis j'ai fait préparer un petit tableau sur les personnes qui sont les plus à risque. Hein. On a beaucoup parlé du 60 ans, du 70 ans. Bon. Quand on regarde les 2631 décès qu'on a eu au Québec depuis le début, ce qui est important, là, d'abord de dire, c'est qu'il n'y a aucune personne qui est décédée qui avait moins de 30 ans. Donc là, on le voit, là, c'est le premier élément. Dans les personnes, les personnes de 30 à 39 ans, c'est 0,2% des personnes décédées qui avaient 30 à 39 ans. Dans les personnes de 40 à 49 ans, c'est 0,6% des personnes décédées. Les personnes de 50 à 59 ans, c'est 1,5% des personnes décédées. 60 à 69 ans, c'est 6,5% des personnes qui sont décédées. 17% des personnes décédées avaient entre 70 et 79 ans. 40% des personnes décédées avaient entre 80 et 89 ans. 33% avaient plus de 90 ans. Là, la raison pourquoi ça baisse, parce qu'il y en a moins au total, évidemment, là, de personnes de plus de 90 ans. Donc, c'est important là, de comprendre, 91% des personnes qui sont décédées au Québec depuis le début de la crise avaient 70 ans ou plus. Donc, comme vous le remarquez, il y en a 9% qui avaient moins de 70 ans. Donc, les plus jeunes sont moins à risque, mais ça ne veut pas dire que c'est un risque qui est à zéro, là. Évidemment, la question qui se pose, c'est où on trace la ligne. Ce n'est pas une science exacte, mais le docteur Arruda, la santé publique, évalue qu'un risque, comment qu'on appelle ça, contrôlé, hein? Contrôlé, donc un risque raisonnable ou faible, c'est pour les personnes de moins de 70 ans. Puis, je veux bien comprendre aussi, là, il y a une question de gros bon sens là-dedans. Les personnes de 60 à 69 ans qui sont en bonne forme, je ne voudrais pas, là, moi, je ne pense pas que ce serait une bonne idée de dire on vous empêche d'aller travailler. Il faut trouver un équilibre entre le risque pour la santé puis la possibilité de vivre un peu une vie normale. Donc, c'est important de le dire, il n'y a pas de risque zéro.
ni en bas de 70, ni en bas de 60, ni en bas, bon, peut-être qu'il est proche de 0, en bas de 30, parce qu'il n'y a aucun décès en bas de 30 ans, mais on juge que c'est un risque qui est limité en bas de 70 ans. Évidemment, sauf si on a des problèmes de santé, puis là, c'est important de le dire, tous ceux qui ont des maladies chroniques, peu importe leur âge, bien, il ne faut pas aller travailler. L'autre chose qui est importante de dire aussi, c'est que peu importe notre âge, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, il faut être prudent. Il faut respecter la norme du 2 mètres. Donc, il faut rester à 2 mètres des autres personnes. Puis si on n'est pas capable de rester à plus de 2 mètres, on devrait porter un masque. C'est vrai pour une éducatrice, c'est vrai pour une grand-maman avec sa petite fille, c'est vrai pour tout le monde. Donc ça, c'est important de le dire. Ce qui est important aussi de dire, c'est que si vous avez moins de 70 ans puis que vous attrapez la COVID-19, probablement, là, vous le voyez, vous n'allez pas en mourir, mais vous pouvez en souffrir. Vous allez peut-être obligé d'aller à l'hôpital. Puis ce qu'on me dit, c'est que c'est très souffrant. Donc, quand même, pas prendre de risques là, parce qu'on est dans la catégorie qui probablement ne va pas décéder. Par contre, si vous avez plus de 70 ans, bien, les probabilités de mourir sont plus élevées. Donc, je sais être clair, là, parce qu'il y a des gens qui disaient que ce n'était pas très clair, quoique ce n'est pas une science exacte, là, vous le voyez, ça fluctue. Maintenant, concernant les tests, on l'a dit, pour déconfiner, une autre des conditions, c'est d'être capable de faire assez de tests, de suivre la situation un peu partout au Québec. D'abord, je vous rappelle que le Québec, c'est un des endroits au monde où on a testé le plus. Je vous donne les chiffres. Jusqu'à ce jour, au Québec, on a fait 37 000 tests par million d'habitants. Si vous prenez des comparaisons, en Ontario, ils ont fait 25 000 tests par million d'habitants. Aux États-Unis, 24 000 tests. Au Royaume-Uni, 21 000 tests. En France, 17 000 tests par million d'habitants. Puis je vous rappelle, au Québec, on est à 37 000 tests par million d'habitants. Puis on n'arrête pas là. Depuis quelques jours, avant, on faisait à peu près 6 000 tests par jour. Bon, les derniers chiffres que j'ai, c'est pour mardi, là, il y a 2 jours, donc le 5 mai. On a fait 10 000, un peu plus que 10 000 prélèvements. Puis on continue d'augmenter, là. Donc, notre objectif, comme on l'a expliqué, c'est de doubler le nombre de tests. Et d'ailleurs, je termine avec mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont justement pour ces personnes qui prennent les rendez-vous, qui font les prélèvements, les personnes qui font les analyses dans les laboratoires, les personnes qui font la stratégie de dépistage. Donc, je sais qu'il y a des critiques actuellement, mais moi, je veux vous dire merci et bravo à tout le personnel qui fait des tests. Vous êtes en train de doubler le nombre de tests en à peu près une semaine. C'est extraordinaire. Et je termine en vous disant, puis je vais le répéter probablement tous les jours pendant longtemps, il faut que tout le monde, jeune ou vieux, on reste à 2 mètres des autres personnes, 6 pieds pour les plus vieux, et c'est important, peu importe votre âge. Donc, vous pouvez compter sur moi. En tout cas, moi, je compte sur vous, puis je vous remercie. Good afternoon. Bonjour. Aujourd'hui, nous constatons que les conditions pour maintenir notre calendrier de déconfinement à Montréal ne sont pas réunies pour l'instant. C'est pourquoi nous avons décidé de reporter la réouverture des entreprises, des commerces, des garderies et des écoles jusqu'au 25 mai. Comme je l'ai dit depuis quelques jours, voire quelques semaines, ceci va se passer uniquement les conditions réunies. Notre défi le plus important, c'est le manque de personnel dans notre système de santé. C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir un supplément aux travailleurs de la santé qui travaillent à temps plein dans les CHSLD publics, dans les résidences pour aînés et dans les zones chaudes
des hôpitaux montréalais. À savoir, cela peut être jusqu'à 1 000 $ de plus par mois pour les travailleuses à temps plein qui sont actives ou pour au moins un mois. Notre président du Conseil du Trésor va expliquer les détails un peu plus tard. Donc, si nous voulons revenir à une vie un peu plus normale, il nous faut demeurer disciplinés. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je compte sur vous tous. Je vous remercie. Maintenant, je passe la parole au président du Conseil du Trésor, Christian Dubé. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, et bonjour à tout le monde. La situation demeure inquiétante dans plusieurs milieux d'hébergement de soins pour personnes âgées, de même que dans certains centres hospitaliers de la grande région de Montréal. Comme le Premier ministre vient de le mentionner, actuellement dans le réseau, tout secteur confondu, c'est près de 50 des employés qui effectuent du travail à temps partiel. En CHSLD, c'est plus de 60 %. Donc, le gouvernement estime nécessaire de bonifier immédiatement la rémunération du personnel afin d'encourager le travail à temps plein, mais aussi de favoriser la rétention. C'est près de 70 millions de dollars par mois qui seront consentis ainsi pour des primes additionnelles. Plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les salariés qui offriront une prestation de travail à temps plein dans les CHSLD recevront 100 $ par semaine, toutes les catégories d'emploi dans toutes les régions. Nous ajoutons à cela des primes supplémentaires pour ceux qui travailleront à temps plein dans un CHSLD qu'on peut dire infecté, donc, en fait, au moins un cas de COVID. Alors, c'est important, c'est dans les CHSLD infectés que cette prime additionnelle-là s'applique. De quelle façon? Pour favoriser, encore une fois, le temps plein et la rétention. C'est 200 $ de plus après 2 semaines consécutives à temps complet et 400 $ de plus après 4 semaines consécutives à temps complet. Donc, des primes, comme on l'a mentionné, qui peuvent atteindre 1 000 $ par mois. Ces mêmes mesures monétaires seront également appliquées dans des centres hospitaliers désignés de zone rouge de la grande région de Montréal, aux mêmes conditions que je viens d'indiquer plus tôt, mais pour les catégories d'emploi suivantes. Par exemple, les infirmières et infirmiers, incluant les cliniciennes puis les auxiliaires, les inhalothérapeutes, les préposés aux bénéficiaires, les préposés à l'entretien. Par ailleurs, par équité, des subventions seront versées aux RPA, aux résidences pour personnes âgées, aux ressources intermédiaires de type familial, dans notre jargon, les RI, les RITF, et aux CHSLD privés, afin que ces milieux d'hébergement soient en mesure d'offrir les mêmes bonifications à leur personnel. De plus, nous annonçons une nouvelle mesure pour tous les salariés du réseau de la santé et des services sociaux qui accepteraient de transférer temporairement d'une région vers Montréal, par exemple Laval ou la Montérégie, des régions qui sont considérées, encore une fois, comme chaudes, pour venir prêter main forte. Ces personnes recevraient un montant de 2 000 $ par mois qui peut s'ajouter aux primes que je viens d'énoncer plus tôt. En posant ces gestes importants, le gouvernement espère renforcer la présence au travail et encourager une plus grande disponibilité du personnel, ce qui contribuera à accroître notre capacité à dispenser des soins et des services sécuritaires et de qualité au bénéfice des patients vulnérables. Bien que ces primes soient importantes, nous sommes conscients que la sécurité, tout comme l'accès à des équipements de protection adéquats, demeure la priorité de nos employés et vous pouvez compter sur nous pour continuer d'y veiller. On a besoin de vous, on a besoin de vous toutes pour mener cette bataille. Je remercie à l'avance celles et ceux qui répondront à notre appel. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, pour les questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Du Trésor, Dr. Arruda.
J'aurais une question qui s'adresse à vous, Monsieur Legault. Dans une communication qui a été envoyée hier aux éducatrices en service de garde scolaire, le ministère de l'Éducation fait passer le ratio enfants-éducatrices de 10 à 15. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, depuis les garderies d'urgence, le ratio était de 15 enfants par local, mais un maximum de 10 enfants par éducatrice. Et là, hier, sans crier gare, on a augmenté ce ratio-là à 15 personnes, alors que le 1er mai dernier, on avait dit que ce serait 10. Pourquoi, au juste, est-ce qu'on augmente les ratios dans les services de garde scolaire? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er mai et hier pour que le 1er mai se soit justifié de dire bien, c'est 10 maximum, puis là, on passe à 15? Écoutez, moi, personnellement, je n'ai pas eu cette information-là, mais le critère qui demeure est un critère de la distanciation de 2 mètres. Donc j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a eu des enjeux de logistique ou autres, là, mais notre orientation, c'est celle-là. On pourra refaire les validations là, pour mieux comprendre la question du ratio, parce que nous, on n'a pas fonctionné nécessairement avec le ratio. C'est plus relié à la distanciation des individus. Est-ce que maintenant l'éducation a évalué qu'en fonction du personnel qui est disponible maintenant, ça prend un ratio différent en maintenant le 2 mètres? Nous, c'est ça qu'il faudrait qu'on évalue. Mais la communication si vous me permettez, je voudrais juste apporter une précision par rapport à la présentation de notre premier ministre en lien avec la question des groupes d'âge qui sont malades, qui peuvent décéder en fonction de l'âge. Il faut comprendre que dans ce tableau-là, il y a aussi des personnes entre 60 et 69 ans qui ont des maladies chroniques. Donc, la recommandation, parce qu'on n'a pas ici éliminé la maladie chronique, donc, et on sait que la maladie chronique va en augmentant avec l'âge, mais l'âge lui-même est un facteur comme tel. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que probablement que si la personne a 60 et 69 ans et qu'elle est en bonne santé, son risque ne sera pas nécessairement le même que ce qu'on observe ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos recommandations pour les travailleurs en bas de 70, c'est pour les gens qui sont en bonne santé. Puis je peux vous dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir 69 ans et être en meilleure santé physique que bien des personnes de 50 quelques années. Ça existe. Mais donc, très important de bien comprendre que c'est une évaluation individuelle par rapport à son risque. Je voulais le préciser ici parce que ça donnait l'impression que c'était seulement des personnes qui étaient en bonne santé. Je veux juste avoir une précision sur ma question parce que ce que je vous dis là, ça vient d'une communication du sous-ministre adjoint à l'Éducation, Éric Bergeron, qui a envoyé ça hier dans un courriel. J'ai le courriel en main. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que le ratio a été précisé de 1 pour 15 dans les services de garde en milieu scolaire après avoir consulté la santé publique. Alors, vous me dites que vous n'avez pas été consulté. L'avez-vous été? Peut-être pas moi. Non, mais ça peut être mes professionnels par rapport à des éléments opérationnels. Là. Moi, c'est peut-être ça, mais comme je vous dis, le principe, c'est de garder le 2 mètres. Parce que les éducatrices disent que c'est extrêmement difficile de garder la distanciation sociale dans un local en service de garde scolaire. C'est pas du tout la même situation que dans une classe, par exemple, où les enfants sont à des pupitres. Écoutez, comme je vous le dis, je vais faire les validations, si vous me permettez. Là, quand on parle de santé publique, il y a pas seulement moi, parce qu'on donne des orientations, il y a dû y avoir des discussions entre les professionnels qui portent le dossier depuis le début, entre l'Institut au ministère et le ministère de l'Éducation. On pourra vous revenir, monsieur, avec l'information, si vous me permettez. Merci. J'aime pas parler à travers mon chapeau. Moi, je ne sais pas. Prochaine question, Gabriel Belland, La Presse. Oui, bonjour. Peut-être une question pour le docteur Arruda pour commencer. Au niveau du R0, dans le Grand Montréal qui est autour de 1, est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être de préciser s'il s'agit du taux de transmission à l'extérieur des RPA, des CHSLD, donc dans la communauté, et ensuite de dire, est-ce qu'il faudra serrer la vis encore si ça ne bouge pas? Et effectivement, les CHSLD ont été exclus de la mesure parce que les CHSLD sont associés à une transmission interne, un peu liée à la communauté, mais c'est un phénomène à part. Donc, cela, il faut qu'on le contrôle. Ça, c'est clair qu'il faut qu'on le contrôle. L'autre est au niveau du 1. Il inclut les RPA et les autres milieux de vie qu'on considère moins fermés sur eux, à cause notamment de la mobilité des personnes en RPA, qui n'est pas la même que celle comme telle. Et on va le surveiller de très, très près. Je vais vous dire, c'est un des éléments, là, le R0.
en lien aussi avec l'analyse, je vous dirais, plus qualitative des éclosions qui peuvent arriver dans les milieux qu'on a déjà réouverts, le comportement des individus et l'augmentation des tests qu'on va faire aussi de façon significative. On va tester probablement maintenant, dans nos approches, les cas asymptomatiques qui sont en contact avec un cas. C'est-à-dire pour détecter des gens. C'est sûr que si on utilise les tests un peu partout chez les asymptomatiques, on va perdre en facteur de positivité. Actuellement, notre niveau de positivité du test était autour de 16, 17, 18. Donc, ça veut dire qu'on a utilisé une bonne stratégie parce que quand on teste, on trouve des cas. Si on baisse à 1 ou 2 parce qu'on teste à la mauvaise place, c'est une perte surtout quand le nombre de tests est relativement limité. Je dis relativement parce qu'on pourrait avoir des millions et des millions de tests, puis ça n'a pas été fait non plus nécessairement ailleurs dans le monde, à part peut-être en Chine. Donc, actuellement, on va surveiller ça, là, ce R0-là. Les modèles vont être mis à jour minimalement une fois par semaine, parce qu'il faut quand même avoir de la donnée pour que le modèle change, etc. Fait qu'on va véritablement regarder ça. En plus, l'élément de la capacité, comment les hospitalisations vont se comporter. Des cas, là, ils vont augmenter. Là. Je viens de vous dire, si on teste plus, on va trouver plus de cas. Fait que là, il ne faut pas voir l'indicateur des cas qui augmente comme étant « ça va plus mal ». Ça veut peut-être dire qu'on les trouve plus. Ça veut peut-être dire qu'on va être en mesure de mieux les contenir. Fait que c'est ça qu'on va être capable de voir. Puis 15 jours plus tard, c'est les hospitalisations. Et 15 jours plus tard, c'est, je vous dirais, les décès. À peu près un petit peu moins, tout dépendamment des groupes d'âge. Peut-être une question pour M. le Premier ministre. Aldo s'est placé à l'abri de ses créanciers. On peut deviner que malheureusement, plusieurs entreprises québécoises vont faire la même chose. Est-ce qu'il y a un plan pour les faillites? Bien, écoutez, il y a un plan. Pierre Fitzgibbon a mis en place avec Investissement Québec, je dirais, des mesures qui sont complémentaires aux mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral. Mais c'est sûr qu'une entreprise de la taille d'Aldo, qui est un fleuron, qui a une partie en plus fabrication, bon, on va tout faire pour les aider à passer au travers. Là. Donc, déjà, les gens d'Investissement Québec parlent avec des centaines d'entreprises, mais on va tout faire pour sauver le maximum d'entreprises, surtout les entreprises là, qui ont une importance stratégique, comme Aldo. Merci. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Bonjour à vous, M. le Premier ministre. Vous avez parlé de transférer des gens. Vous avez surtout dit qu'il y a des gens qui ont peur de retourner au travail. Là. Il y a une communication qui circule actuellement à l'hôpital Lakeshore où la microbiologiste et le chef du département infectieux du CIUS de l'île de Montréal suggèrent que les soignants infectés par la COVID-19 puissent revenir au travail une semaine après leur diagnostic et travailler sans équipement de protection individuelle dans les unités de COVID de l'hôpital. Tout ça pour permettre d'avoir plus de gens et laisser l'équipement à ceux qui ne sont pas malades, puis c'est pour protéger l'équipement. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous me permettez, je vais réagir à ça. C'est pas du tout une orientation qu'on a donnée et je pense qu'on va avoir des discussions, notamment avec la dite personne. Ce qu'il faut comprendre, même en situation où on était en, je dirais, pénurie de matériel, disons, avec tout ce qui s'est passé à travers le monde aussi, on n'a jamais recommandé aux gens de ne pas se protéger. Fait que donc, quelque part, on n'est pas d'accord avec cette position-là, notamment maintenant qu'on a du matériel, en tout cas, s'il y a des enjeux de distribution qui nous téléphonent parce qu'on va s'organiser pour les régler. Donc, pour nous, on n'est pas confortable avec ça. La question de retourner les personnes après un certain temps, si on était malade, mais avec du matériel de protection, peut être fait dans un contexte où on les renvoie dans une zone rouge et s'ils portent du matériel de protection, si et seulement si on a véritablement un prix de service. Mais donc, cette consigne-là n'est pas une consigne officielle et d'ailleurs, la personne elle-même le dit dans ce que j'ai vu dans les médias, qu'elle devait en discuter, puis quelle était sa stratégie. Mais actuellement, il n'y a absolument pas question qu'on envoie du personnel, même s'ils ont fait la maladie, dans un centre sans matériel de protection. Je vais profiter de la présence du président du Conseil du Trésor, un homme de chiffres, surtout celui qui tient les cordons de la bourse. Vous avez autorisé quelle somme depuis le début de la pandémie en prime, en achat d'équipement, en embauche de nouveaux personnels? Bien, écoutez, on a fait plusieurs programmes. Je pense que les montants qui sont donnés depuis le début sont importants, mais je vais laisser à mon collègue, au ministre des Finances, de faire
la somme de tout ça parce que nous, particulièrement au Conseil du Trésor, on s'est assuré en ce moment d'avoir les autorisations nécessaires pour être capable de livrer rapidement ces programmes-là. Mais je vais laisser à mon collègue le soin d'additionner les chiffres et de vous révéler ça en temps et lieu lorsque nous serons retour en Chambre. Ça va, donc je peux me permettre, à mon tour, je vais revenir, Marc-André Gagnon, Journal de Québec, Journal de Montréal, revenir sur la question des 60 à 69 ans. J'ai bien compris là, votre présentation avec le tableau. Il reste qu'en donnant le feu vert pour le retour au travail de ces gens-là, alors que pendant des semaines, vous avez affirmé le contraire, reconnaissez-vous que votre gouvernement a créé une certaine confusion? Parce qu'il y en a plusieurs maintenant là, qui se demandent quels sont vos véritables motifs, puisque vous admettez que votre plan de déconfinement force des situations qui ne correspondent plus nécessairement aux consignes de sécurité que vous avez martelées pendant des semaines. Tout à fait. Écoutez, j'ai dit depuis le début que ce que je vous disais cette journée-là allait être changé le lendemain matin. Donc, probablement, on n'est pas dans la même phase, puis je vais voir aussi apporter un élément par rapport à la cohérence. On va nous demander d'être cohérents dans nos approches et il y a toujours certaines situations, puis je tiens à vous dire, selon la situation, on fait de la gestion de balance de risque. OK? Je le dis, les personnes qui sont en bas de 70 ans, qui sont en bonne santé, peuvent, s'ils sont en bonne santé, aller travailler avec des mesures qui sont mises en place, qui ne sont pas dans le même contexte où on était au tout début de la pandémie, où les gens n'avaient même pas compris la notion de distanciation sociale, etc., etc. Pour vous donner un autre exemple de choses qu'on a dit il n'y a pas tellement longtemps, je vous ai dit, puis c'est vrai, qu'un contact familial d'une grand-mère avec son enfant à la maison peut être différent que dans un contexte de garderie. Mais on essaie maintenant d'équilibrer, si vous me permettez, les risques à la santé de maladies infectieuses avec les autres effets pervers. Hein? Une personne de 65 ans qui est en bonne santé, puis qui considère qu'il peut aller travailler dans un contexte où elle se sent protégée, si on l'empêche de travailler, on va nous accuser de faire de l'agisme. Je tiens à le dire. Et là, maintenant aussi, on se dit, si garder les enfants devient un phénomène qui, je dirais, essentiel pour que les parents puissent aller au travail parce qu'ils n'ont pas d'accès à une garderie ou etc. J'ai fait une vidéo tantôt avec le ministre de la Famille. Les gens en bas de 70 ans, qui sont en bonne santé, qui voudraient aller garder leurs petits-enfants pendant la semaine pour que les parents puissent aller en service essentiel, c'est permis, ça va être permis. Tant aussi longtemps que les gens ont respecté certaines consignes. Il ne faut pas que les enfants aient été en garderie puis qu'ils reviennent à la maison parce qu'ils ne veulent plus. Ou aient été à l'école ou potentiellement infectés. C'est des gens qui sont actuellement peut-être avec 2 parents qui font du télétravail, qui ont besoin maintenant d'avoir un support dans la semaine. Les grands-parents pourront y aller. Ils devront faire de l'hygiène, porter un masque pour certains types de procédures, etc. Donc, on va amener cette cohérence-là. Mais, par contre, je vais vous donner un exemple. Ce ne sera pas le temps d'inviter grand-maman pour un souper si ce n'est pas pour garder les enfants. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et c'est là qu'on va y aller progressivement. Tout le monde a hâte. C'est la fête des mères en fin de semaine. Tout le monde a hâte à des barbecues à l'extérieur à 5 mètres. Comme on est en train d'ouvrir des choses, il faut qu'on soit en mesure de voir les effets des assouplissements qu'on met avant de passer à une autre étape. Parce qu'indépendamment de ce qu'on dit, on sait qu'il y en a qui vont le faire. Et là, si on ne se met pas à être, je vous dirais, dans le coup avec nous, puis ça voudrait dire qu'on pourra avoir des effets. Donc, ce que je veux vous dire ici, la position, elle va évoluer. Comme dans une semaine ou 2, ça se peut qu'elle évolue. Il y a peut-être des nouvelles connaissances, puis c'est pas une décision qui est facile, parce que vous vous dites oui à un, l'autre essaie de se comparer, mais il faut regarder dans quel contexte on le fait. Mais, et c'est difficile aussi dans un point de presse où on ne peut pas répéter. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo tantôt avec le ministre de la Famille, parce que les gens vont pouvoir réécouter ce qu'on dit, parce que des fois, les gens peuvent interpréter, puis est-ce que ça me touche moi ou ça ne me touche pas? Donc, je peux vous annoncer qu'aux grands-parents, sous certaines conditions, ils pourront garder leurs petits-enfants comme tels, mais il faut éviter, bien entendu, les grandes accolades, même si ça va être difficile, etc., mais d'essayer de jouer le rôle d'un gardien avec des mesures. M. Legault, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose là-dessus? Bien, à ce moment-là, j'ai une question pour vous. Parce qu'au début de la pandémie, vous nous avez dit, pour relancer l'économie,
il faudra accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructure, de travaux d'infrastructure. Mais dans le cas du troisième lien, parce que le sujet revient dans l'actualité, puis le débat revient ici dans la région de la Capitale-Nationale, même le chef de l'opposition de la Ville de Québec, qui a pourtant toujours été un ardent défenseur du projet, remet aujourd'hui en question cette dépense-là, en disant qu'il serait peut-être plus important de prendre soin des aînés. Donc, est-ce que c'est un projet, on s'entend qu'il risque de coûter plusieurs milliards de dollars, que vous pourriez mettre de côté pour vous consacrer d'abord aux soins de base en temps de crise? Bien, d'abord, ce que j'ai demandé justement au président du Conseil du Trésor, c'est d'accélérer la construction, d'accélérer les infrastructures qu'on va bâtir au cours des prochains mois, des prochaines années. Donc, je ne vois pas comment on pourrait remettre en question des projets qui étaient déjà prévus. Au contraire, on veut accélérer les projets parce qu'on se dit qu'il y aura une partie des emplois dans le secteur privé qui ne seront pas présents dans les prochains mois. Donc, le gouvernement a un certain rôle de donner des mandats, donner des contrats, entre autres, pour que tous les travailleurs de la construction travaillent à temps plein. Puis même, j'ai commencé à en parler au syndicat, puis Jean Boulet y travaille pour voir est-ce qu'on peut augmenter le nombre de travailleurs de la construction et de façon temporaire et de façon permanente par la formation. Mais on veut que la construction, ça fonctionne à plein. Donc, tous les projets, incluant le troisième lien, s'il y a quelque chose, c'est qu'on veut les accélérer. Merci. Maintenant, au tour de Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour. Monsieur Legault, lundi, les 60-69 ans devaient rester à la maison. Hier, ils pouvaient aller dans les garderies et aujourd'hui, ils peuvent garder leurs petits-enfants à la maison. Admettez-vous qu'il y a peut-être un motif économique là, qui est derrière ça par manque de personnel ou qu'est-ce qui peut expliquer une évolution du discours en 4 jours comme ça? Bon. Bien, comme vient de l'expliquer le docteur Arruda, la situation évolue. Quand ça faisait 2 semaines que les gens étaient enfermés chez eux, c'est une chose. Quand ça fait 2 mois, bien là, il y a aussi une partie sociale, il y a une partie santé mentale. Comme l'explique le docteur Arruda, la norme du 2 mètres, les gens ne savaient pas ce que c'était il y a 2 mois. Maintenant, ils comprennent mieux. Mettre un masque quand on n'est pas capable de respecter le 2 mètres, bien là, il y a des gens qui ont commencé à se faire des masques, qui sont plus ouverts. Donc, la situation évolue. Puis les gens, bien, c'est ça. Est-ce qu'on veut priver une personne de 65 ans d'aller travailler, une personne en bonne santé? C'est une question d'équilibre. Puis il y a une évolution aussi à travers les semaines. Et puis, si vous me permettez, oui. Moi, je ne suis pas en relation directe dans mon bureau avec chacun des patients que je vois. J'ai un médecin de population. Et on écoute ce que les gens nous disent, les associations. Je reçois plein de courriels de personnes, soit sur des cas individuels, soit sur une vision. C'est comme si on est en relation aussi avec le feedback qu'on reçoit par rapport à ce qu'on annonce. Il y a des grands-parents qui trouvent ça excessivement pénible et qui ne comprennent pas l'incohérence que s'ils sont grands-parents, ils peuvent aller travailler dans une garderie, mais ils ne peuvent pas s'occuper de leurs propres petits-enfants. Comprenez-vous, là? Et il y a peut-être des jeunes aussi qui peuvent maintenant... Parce qu'on est à l'écoute. On est à l'écoute de ce que les gens nous disent pour essayer de trouver une solution. C'est comme la relation patient-partenaire. Moi, je peux avoir une idée pour ce qui est bon pour mon patient, puis vous dire c'est ça que vous faites. Mais le patient, peut-être qu'il veut autre chose. Et là, on va arriver dans une période, je vous dirais, où on va demander encore des choses très importantes aux gens. Mais on veut aussi être à l'écoute de comment eux se sentent par rapport à ça. Je m'excuse. S'il y avait un vaccin au mois de septembre, on resterait probablement tous encore confinés, puis on attendrait après le vaccin. Mais ce n'est pas le cas. Ça va être impensable de penser on va avoir des révolutions. Il y a de la violence qui se passe actuellement. Il y a peut-être même des parents, de très bons parents, qui, en étant enfermés, n'en peuvent plus avec les enfants, auraient juste le goût de les brasser un peu physiquement. Et ça l'arrive, ça. On le sait que ça l'arrive. C'est reconnu dans la littérature. Les gens d'un certain âge qui sont confinés trop longtemps, le cerveau leur atrophie. Il y a des études épidémiologiques qui démontrent, lorsqu'on fait des CAT scans, que s'ils ne sont pas stimulés, ils perdent leur autonomie. Fait que c'est ça qu'on équilibre comme tel. Puis ça se peut. Il n'y a pas de vérité. Moi, je vais vous dire une chose, là. Il y a beaucoup d'experts actuellement qui parlent. Puis le plus grand danger d'un scientifique, c'est d'avoir un doute.
quand vous avez la vérité, méfiez-vous. Parce que là, vous surtout dans une maladie dont un microbe qui est la plus grande pandémie qu'on a jamais vécue, avec des millions de tonnes d'informations. Fait que quelque part, vous pouvez nous demander d'être parfait puis d'avoir la vérité, mais je serais incapable de vous le dire. À chaque fois, à chaque jour, c'est un jugement sur la situation qu'on fait avec le feedback de la population. Et je vous le dis, des gérants d'estrade, des personnes qui disent que c'est ça qui devrait être fait, il y en a plein. C'est normal, puis ça fait partie de la nature. Mais méfiez-vous des gens qui ont la vérité. Moi, je peux vous dire que les plus grands scientifiques de ce monde ont déjà dit qu'ils ne savaient pas encore ce que c'était. Autre question? Deuxième question. Sur votre stratégie de dépistage, la conseillère scientifique en chef du premier ministre canadien dit « J'essaie d'avoir l'heure juste, mais je n'y arrive pas ». Pouvez-vous nous donner en tout cas l'heure juste sur la situation du personnel sur le terrain pour retracer les cas positifs? Parce que présentement, les échos qu'on a, c'est qu'il manque de monde. Écoutez, je ne répondrai pas à madame, compte tenu que je considère que je n'ai pas à rendre de compte à cette dame. Mais à la population du Québec, ça oui, puis à mes autorités, là, je vais être au clair là-dessus, parce que premièrement, on demande de tests de ça, mais de toute façon, revenons pas là. Regardons ce qu'on a comme élément de stratégie. Des enjeux de ressources humaines, il y en a. Il y en avait avant la pandémie. Vous aviez vu que même, c'est étonnant, là, quand on allait chez un fast-food qui absolument était ouvert 24 heures sur 24, les gens n'étaient pas là. On a des problèmes de ressources humaines, il y en a. Il y en a aussi en santé publique. C'est très demandant. Mais on a passé, on est rendu en haut de 10 000 tests là, aujourd'hui, puis on prévoit en avoir 14 000, ou peut-être pas 14 000 vendredi, peut-être ça va être 12 000. On a donné un chiffre, une cible à atteindre, puis on veut les atteindre, on veut viser la cible. Mais ça se peut que des fois, on n'arrive pas pour toutes sortes de raisons. Des autobus, on est en train d'en avoir, mais les autobus, c'est pas seulement l'autobus. Il faut qu'il y ait du monde qui travaille dedans. On est en train de mobiliser des gens. Les équipes de santé publique sont en train d'aller chercher des étudiants à l'université. On va travailler peut-être aussi avec des firmes de sondage qui vont nous fournir de ressources. Notre logiciel qui devait rentrer il y a 3 semaines va rentrer seulement la semaine prochaine. Il y a toutes sortes d'éléments de cette nature-là. Mais notre stratégie, elle est claire. On utilise la quantité de tests là où on pense qu'elle est la plus solide. On va commencer à faire des dépistages. Tant qu'on ne va pas faire des sérologies, on va les faire. Et donc, moi, je tiens à vous dire que quelque part, je pense puis on suit aussi des orientations, comme le reste du Canada, là, avec l'Agence de santé publique canadienne, qui, eux, travaillent avec nous et non pas la scientifique en chef, qui est une conseillère au premier ministre. Elle a droit à ses opinions, je la respecte, mais moi, je pense qu'elle n'a pas toutes les informations, puis c'est nous, sur le terrain, qui avons les informations pour être capables de le faire. Puis je peux vous garantir qu'on travaille jour et nuit à le faire. Puis si on dit qu'on déconfine, on va déconfiner le moment où on sera capable de faire la marchandise. On vient de vous reporter d'une semaine à Montréal. Montréal, c'est fragile. Le reste du Québec, c'est le paradis. C'est carrément ça. C'est 2 mondes complètement différents. Alors, on va s'adresser à ça. Et je pense qu'on va vous donner le maximum d'informations. On n'a rien à cacher, ni sur le nombre de morts, ni sur quoi que ce soit. On va être transparent. Puis c'est à vous qu'on doit rendre des comptes et non pas aux autres organisations, même si nous travaillons en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence de santé publique du Canada. Olivier Bossé, Le Soleil. On a parlé de plusieurs primes depuis quelques semaines qui s'ajoutent dans le milieu de la santé. Je me demandais sur les employés qui sont engagés par les agences de placement. Cet argent, est-ce qu'ils reçoivent cet argent-là? Est-ce que cet argent-là va aux agences ou c'est complètement exclu de ces primes-là? Notre objectif, c'est de ne pas passer par les agences. Je pense que les agences, c'est un mal nécessaire depuis un certain temps. Puis on aimerait mieux donner l'argent directement aux employés que de passer par des agences parce qu'en fait, il n'y a pas le bon salaire qui va à l'employé. Bon, maintenant, je le dis bien, là, en pesant mes mots, un mal nécessaire, c'est un système qui fonctionne depuis un certain temps. On est en pénurie de personnel en ce moment, alors c'est sûr qu'on n'ira pas révolutionner ça demain matin, mais l'objectif ici est très clair, c'est non seulement de bien payer nos gens, puis ça fait longtemps qu'on en parle, des PAB qu'on voulait leur donner la juste rémunération. Alors c'est certain que lorsqu'on va avoir des augmentations, comme le premier ministre a dit, de l'ordre de 30 % pour un préposé aux bénéficiaires, bien, il va avoir probablement très, très proche du salaire qu'il pouvait recevoir
que l'agence pouvait recevoir pour le même service. Alors, c'est évident que ça va faire des changements dans la chaîne de commande au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et c'est pour ça qu'on ne voulait plus attendre d'être capable de payer nos gens correctement. Autre question? Mon autre question était pour M. Legault. On a beaucoup parlé des préposés aux bénéficiaires dans les dernières semaines, des emplois qui, vous-même, vous l'avez reconnu, qui sont sous-payés, qu'ils sont moins, évidemment. Est-ce que vous reconnaissez ou vous constatez plutôt que, évidemment, ces emplois-là sont occupés beaucoup par des femmes et des immigrants? Et ce sera certainement, encore une fois, cette tranche de la population qui va faire les frais de la crise, probablement. Bien, les frais de la crise, ce qu'on veut, là, puis moi, je l'ai dit depuis 1 an et demi qu'on le dit, on veut augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. Puis on est très conscient, entre autres, que ce sont des femmes, puis beaucoup de gens qui viennent de différentes communautés. Puis je laisserai peut-être la parole à Christian, qui négocie pour avoir ces fameuses primes qui soient incluses dans les conventions collectives de façon permanente. C'est pas simple avec certains syndicats, mais notre objectif, là, c'est de les payer, de mieux les payer et, peut-être pour vous donner un exemple, on disait tantôt que j'aime les chiffres, là, mais un préposé aux bénéficiaires, si on ramène ça sur une base hebdomadaire, là, cette femme-là dont vous parlez gagne actuellement, sur une base à temps plein, 800 $ par semaine. Le premier 100 $ qu'on donne à tous les PAB, à tous les préposés aux bénéficiaires en ce moment, ce 100 $-là représente 12 % d'augmentation. 12 % d'augmentation. Et ça, c'est avant les primes en zone chaude dont on parlait tout à l'heure. Fait que là, on est en train de dire qu'on prend 800 $ par semaine. C'est appréciable. Là. Vous vous souvenez des offres globales qu'on a fait en décembre? On parlait de l'inflation. Alors, quand on dit qu'on voulait faire une offre différenciée importante pour nos PAB, on est en train de vous dire que la base ici, là, c'est 12 %. Puis en plus, on dit, étant donné qu'on vit une situation exceptionnelle, on rajoute à cette rémunération-là une prime exceptionnelle qui est due aux zones rouges, à la difficulté qu'on a. Et comme le premier ministre l'a dit tantôt, cette augmentation-là va monter jusqu'à 30 %. Et quand vous y ajoutez les fameuses primes COVID qu'on a mis en place il y a maintenant 5 semaines, cette personne-là, on rajoute pour cette même dame-là un autre 8 %. Alors là, on a dit, ce qu'on veut, c'est avoir... Notre objectif, c'est de non seulement de les retenir, mais d'avoir des gens bien payés, puis qui vont dire, bien, on va contribuer à l'effort de groupe parce que les mesures dont je vous parle, on vous annonce aujourd'hui, s'appliquent à peu près à 100 000 personnes. PAB dans les CHSLD, les infirmières auxiliaires, toutes ces personnes-là qui travaillent dans les centres hospitaliers et les RPA qui sont dans des zones rouges. Quand vous prenez ces 100 000 personnes-là, qui pour la plupart ont des travails à temps partiel, imaginez-vous l'effet s'ils venaient nous donner une journée, 2 journées de plus. On parle de une dizaine de milliers d'emplois qu'on aurait pour remplacer les gens dont le premier ministre fait état depuis plusieurs semaines. Donc, je pense qu'il y a un grand principe, c'est qu'on veut donner, avoir du temps plein de nos gens pendant cette période-là. Puis un peu comme on l'a vu avec la crise, ça va nous questionner dans la façon dont on travaille avec nos gens. Il y a beaucoup d'emplois qui sont à temps partiel dans le système de la santé. Puis à travers les négociations, puis je le dis, on a eu des négociations intensives depuis plusieurs semaines. Je pense que ce message-là, en ce moment, on l'a entendu, les gens veulent avoir un emploi stable, les gens veulent être capables de ne pas changer d'étage, d'avoir ce qu'on appelle la titularisation. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'on va bien payer nos gens, puis on va trouver la façon de le faire. Merci. On va devoir accélérer. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur le Président du Conseil du Trésor, d'abord, on s'étonne que vous n'ayez pas fait le point sur les négociations, justement, actuellement. Mais je voulais savoir, quel est le taux de croissance des dépenses actuellement dans le domaine de la santé? Et c'est soutenable pour combien de temps, ce taux de croissance de dépenses-là? Bien, écoutez, je pense qu'il était connu lorsqu'on a déposé le budget. Mon collègue, M. Girard, a dit qu'on avait un taux de croissance en santé de 5 % cette année, c'est-à-dire pour l'objectif de 2021. Les circonstances aujourd'hui, vous savez, sont complètement
hors norme. Je ne répondrai pas directement à votre question de la même façon que je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre collègue, mais vous pouvez imaginer que cette année, il va falloir vraiment faire la différence entre la dépense normale de faire fonctionner le système de santé versus ce que Mme McCann appelle les dépenses spéciales de COVID. Mais je pourrais vous dire que notre objectif est toujours le même, de faire une bonne gestion, mais les dépenses en santé vont exploser, c'est certain. C'est certain. Et je vous ramène au jour du dépôt du budget, M. Legault. Votre ministre des Finances, Éric Girard, ce journal-là, avait dit qu'il s'engageait à remettre à son successeur des finances publiques en aussi bon ordre que lorsqu'il est entré en poste. Est-ce que vous estimez que c'est encore possible, ça? Je pense que c'est pas possible nulle part dans le monde. Aucune province, aucun pays pourrait dire ce qu'on pensait avant la crise est toujours vrai aujourd'hui. On le sait, là, ça va prendre des années avant de retrouver l'équilibre budgétaire. Évidemment, on va avoir des déficits importants qui vont augmenter notre dette. Donc, la situation, là, ça va prendre un certain nombre d'années pour retrouver la situation qu'on avait en 2019. Merci. Avant de passer en anglais, 2 questions par courriel de Marie-Michel Sioui du journal Le Devoir. La première est pour le premier ministre. Ottawa confirme avoir conclu une entente avec toutes les provinces pour bonifier le salaire des travailleurs essentiels. L'aide d'Ottawa viendra-t-elle bonifier le montant versé aux travailleurs essentiels en vertu du PITRE ou est-ce qu'elle fera uniquement baisser la facture de Québec sans modifier les montants qui seront remis aux travailleurs essentiels? Non, ça ne viendra pas bonifier ce qui est déjà annoncé. Le programme qu'on avait annoncé coûte 890 millions de dollars au gouvernement du Québec. Ce que le gouvernement fédéral vient faire, c'est d'en rembourser une partie de 890 millions parce que tout le monde était un peu d'accord pour dire que le montant pour la PCU là, de 2 000 $ par mois était comme un non-incitatif aux travailleurs essentiels. Donc, ça créait un problème parce qu'il n'y avait pas un gros incitatif à venir travailler dans un service essentiel plutôt que de recevoir le 2 000 $ de la PCU fédérale. Donc, le fédéral vient nous aider à régler le problème, mais nous, on n'a pas entendu le fédéral. On l'a annoncé rapidement. Puis d'ailleurs, le fédéral s'est inspiré de notre programme pour l'offrir à la grandeur du Canada. Merci. Et en sous-question pour Mme Sioui, la question s'adresse à M. Dubé. Est-ce que le ministre Lacombe vous avait consulté avant d'annoncer que le gouvernement paierait les places en garderie jusqu'au mois de septembre ou est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de faire marche arrière? Non, je peux vous dire qu'on a une consultation quotidienne avec les différents ministres, puis c'est évident qu'ils nous ont consultés. On a un groupe de travail là, conjointement du Trésor avec les Finances où on reçoit toutes les demandes des ministères. Alors, ils nous avaient effectivement consultés. Est-ce que je pourrais profiter de... Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça. Si vous avez du temps, je vous permets. J'aimerais ça mentionner une chose que je n'ai pas dit dans ma présentation. Puis, lorsqu'on demande des volontaires, puis il y a une partie du programme qui, pour nous, est très importante, si vous permettez, surtout d'aller chercher les gens en région. On le dit, le premier ministre l'a dit souvent, on a 2 mondes. Hein? On a Montréal, le Grand Montréal, puis on a les régions. La partie du programme où on vient ajouter 2 000 $ à un infirmier, une infirmière, une personne qui viendrait nous aider, j'aimerais dire que ce qu'on entend dans le marché, ce qu'on entend des gens, c'est que c'est souvent difficile de prendre ce risque-là, de venir travailler dans des zones difficiles, seul. Mais des gens qui voudraient le faire en équipe, par couple, par groupe de 4, de passer à travers cette résistance-là est beaucoup plus facile lorsqu'on le fait des gens qui se connaissent. Et nous, on est très ouverts à ça. Alors, on a des facilités avec les hôtels à Montréal, on a des facilités où... Et l'essentiel de l'argent, je le dis, c'est pour ça qu'on a augmenté à 2 000 $ pour des gens qui viendraient de l'extérieur. Je pense à des pompiers volontaires, je pense à des gens qui auraient une expertise qui serait très importante pour nous de venir dans les CHSLD. Ces gens-là, ils peuvent venir à 4, être à l'hôtel ensemble, faire un blitz de 4 semaines, de 2 semaines avec nous. Je pense que ça va faire une très, très grande différence, puis surtout dans la région. Alors, je voulais juste le mentionner, parce qu'on a eu beaucoup de bénévoles,
Mais là, on veut rétribuer ces gens-là à leur juste valeur, puis tant mieux s'ils viennent des régions avec une expérience. Merci de m'avoir donné le format. Très bien, merci pour la précision. So now in English, Katsani, CBC News. Oui, bonjour. Donc, une question de suivi. Monsieur Legault, le 20 avril, il y a environ 3 semaines, vous nous disiez qu'il y avait environ 6 000 travailleurs de la santé qui étaient absents. Et maintenant, le 7 mai, on est presque au double de cela. Avez-vous l'impression, donc, que la stratégie d'aujourd'hui, c'est la bonne réponse? Réponse. I'm sorry. I'm switching. Sorry. Désolé, j'ai oublié de parler anglais. Okay, sorry. I'll turn the switch on. Okay, sorry. Je vais allumer l'anglais. Well, we have been... Alors écoutez, nous avons beaucoup parlé de cela par l'entremise des négociations, pendant nos discussions ministérielles, et nous avons aussi les caucus 2 fois par semaine avec nos députés. Donc, il est très clair que les gens sont bien prêts à nous aider. Je n'ai pas peur du mot « crainte ». Il y en a qui craignent de venir au travail. Ils ne savent pas à quoi ils vont faire face. Et la raison pour laquelle nous avons cet échelonnage des mesures, c'est que vous venez pour la première semaine, vous avez une prime. Mais une fois que vous comprenez que ce n'est pas trop mal, c'est pourquoi je pensais au groupe 2 ou 4 personnes qui pourraient venir ensemble. Voilà ce que nous entendons sur le terrain. Alors, si on est bien protégé, si nous pouvons venir et comprendre que ce n'est pas si mal que ça, nous aimerions avoir cette prime. Et franchement, avoir une prime de 30 à 40 % sur un mois, c'est énorme. Au fond, c'est en écoutant ces groupes, en tendant l'oreille aux groupes que nous avons cru cette mesure bien trouvée. Car quand nous faisons la somme, ce potentiel de 100 000, cela dépasserait nos attentes et nos besoins. Voilà comment je répondrai à votre question. En anglais pour M. Arruda. Sur le Dr Nemer. Donc, le Québec dit que la stratégie est critiquée à la fois par la conseillère scientifique en chef du fédéral, Mme Nemer, et différents experts au Québec également. Ils disent que la stratégie devrait inclure du dépistage aléatoire. On dit au revoir aux gens de la première chaîne de Radio-Canada. Nous poursuivons sur RD. Donc, il est question d'une méthode préventive avant que les éclosions arrivent. Comment vous réagissez à ces critiques? Réponse. Je comprends bien que les gens ont des critiques, mais ils n'ont pas toutes les données que j'ai à ma disposition. Ils ne sont pas au courant de nos chiffres. Nous nous servons des tests de la meilleure façon possible. Si j'avais une quantité de tests illimitée, même vous ici, vous auriez subi un test. Mais il faut choisir. Donc, eux voient notre stratégie à partir de leur perspective. Mais il faut trouver un équilibre entre les soins à apporter aux individus. Nous savons qu'on a beaucoup de cas positifs, donc 16 %. Donc, nous utilisons les tests dans la bonne place. Avant d'aller à l'échantillonnage aléatoire dans la population, nous avons d'autres priorités. Par exemple, les contacts asymptomatiques des cas dans les situations intenses ou soins intensifs. Donc, c'est recevable comme critique, mais nous avons un plan, nous l'avons discuté avec des experts, nous avons su l'adapter aux données. Alors, c'est facile à émettre ces critiques. Mais ce n'est qu'une partie du diagnostic, si vous le voulez. Et c'est pourquoi nous essayons d'expliquer notre approche. Et chacun a son idée, chacun semble avoir la bonne réponse. Mais moi, je dis que les bons scientifiques ont des doutes. On s'adapte. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et c'est un peu trop facile de formuler ces critiques. Il va falloir que je critique aux Québécois et aux Québécoises, comme à mon patron, quelle est notre stratégie, non pas pour ceux qui parlent de différentes tribunes à l'extérieur du Québec. Bonjour.
J'ai l'impression que je pose la même question tous les jours quand il est question de Montréal et du Dr Arruda. Mais avec l'annonce aujourd'hui du report de l'ouverture de Montréal, pouvez-vous nous mettre à jour, s'il vous plaît, sur le comportement viral à l'extérieur des CHSLD, dans la communauté? On n'a pas descendu en bas d'une personne infectée par une malade. Donc, une personne saine par une personne malade. On n'est pas en deçà de cela, du R0. Pouvez-vous donc préciser quelle partie de Montréal est plus vulnérable? Et que faites-vous pour stopper la progression du virus? Réponse. À mesure que nous augmentons la cadence des tests, le nombre de cas va augmenter. Cela ne veut pas dire que c'est une aggravation de la situation, c'est qu'on mesure mieux la situation, car il y a beaucoup d'asymptomatiques et des cas qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Donc, nous allons examiner tout ce que nous ouvrons. S'il y aura des éclosions subséquentes, nous n'avons pas vu d'éclosions importantes ça et là. Dans les garderies, il n'y en a pas eu d'explosion de cas. Il y a eu des éclosions particulières. À Côte-Saint-Luc, il y avait une éclosion en lien avec des visites entre New York, à Saint-Michel dans le Nord. Il y a des gens là qui ont probablement travaillé en milieu hospitalier où l'on importé d'un hôpital vers le CHSLD et maintenant, nous avons beaucoup plus de dépistage là-bas dans ces zones chaudes pour mieux comprendre le portrait. Et donc, chaque cas sera étudié par la santé publique. Nous aurons une enquête. Nous voudrons comprendre les contextes précis, les contacts qui seront retracés et les tests seront effectués. Donc, à Montréal et à Laval, c'est assez intense comme situation. Maintenant, dans les banlieues, il y a également des enjeux, mais pas aussi actifs qu'à certains points chauds de l'île de Montréal. Et si vous allez sur le site Web de la Ville de Montréal, vous verrez où sont les points chauds. Deuxième question pour M. Legault. Je lisais l'histoire de M. Castonguay sur votre gestion de la crise de la COVID. Et depuis quelques semaines, il y a eu plus de critiques sur la façon que le Québec a géré la crise. Il y a eu des changements, des messages émanant de Québec 60, après ça, c'était à 70 ans, le débat qu'on a eu hier, les seuils d'innocuité. Comment évaluez-vous votre propre stratégie? Est-ce que votre plan de match fonctionne-t-il? Réponse. Écoute, premièrement, ce n'est pas moi qui m'ai évalué, n'est-ce pas? Deuxièmement, nous avons été un des premiers endroits en Amérique du Nord à tout fermer. Écoles, régions, ainsi de suite. Donc, j'estime que nous avons agi très rapidement. Bien sûr, maintenant, la situation est différente de celle qui prévalait il y a 2 mois. Et les règles que nous avons mises en place nous ont permis d'ouvrir un peu les volets, surtout face aux aînés. Je crois que c'est normal. Le docteur Arruda l'a très bien expliqué. Il est normal que la situation évolue, car il faut trouver un équilibre, voyez-vous. C'est délicat comme travail. Nous évitons certains problèmes, mais nous en créons aussi. Quand vous avez quelqu'un qui a 65 ans, par exemple, admettons qu'elle est à la maison depuis 2 mois, la situation est différente de celle qui prévalait il y a 2 mois, n'est-ce pas? Donc, il nous faut trouver un équilibre. La santé mentale de cette dame avec le risque physique, biologique, le risque de voir d'autres personnes. Mais maintenant, nous savons beaucoup plus qu'il y a 2 mois. Nous savons ce que c'est le 2 mètres, le 6 pieds à rester à garder entre nous. Donc, parce que nous avons incorporé cela dans la conscience des gens, dans les réflexes des gens, l'idée du masque, si vous n'avez pas la possibilité d'éviter le 2 mètres en épicerie ou quelque chose. Donc, tout cela évolue, c'est en flux. C'est une situation dynamique. Les gens essaient de comprendre et de retrouver leur équilibre. Et je suis en mesure de comprendre que les gens vivent un peu d'incertitude. Mais c'est notre travail ici d'être là tous les jours, n'est-ce pas? 5 jours semaine,
au moins 3 jours semaine pour moi, et nous essayons d'expliquer. Et j'ai fait de mon mieux. Est-ce que j'ai été parfait? Sans doute que non. Mais je fais de mon mieux. Vous avez annoncé aujourd'hui la réouverture des écoles a été reportée d'une semaine à Montréal. Si les commissions scolaires estiment ou ne se sentent pas en sécurité avec la nouvelle date, est-ce qu'ils pourraient reporter la réouverture? Réponse, ce n'est pas aux commissions scolaires à décider quand les écoles vont ouvrir. C'est la santé publique qui décide. Par contre, ce ne sera pas obligatoire, de toute façon. Alors, c'est les parents qui pourront décider de garder l'enfant à la maison. Les parents peuvent la prendre, cette décision. Donc, ce n'est pas la commission scolaire qui a son mot à dire, ce sont les parents et la santé publique. Question. Il y a des syndicats qui disent que les enseignants entre 60 et 69 ans sont-ils à risque parce que le gouvernement n'a pas assez de personnel pour les remplacer? Comment vous réagissez à cela? Surtout avec les chiffres qu'on a vus aujourd'hui, que les gens dans la soixantaine ont un taux de mortalité qui est connu. Réponse. Alors, je vais me référer à ce graphique pour vous expliquer quelle est la situation. Si vous êtes plus jeune, vous êtes ici, le risque est plus faible, n'est-ce pas? Il n'est pas nul, le risque. Si vous êtes plus vieux, le risque est plus élevé. Donc, ce n'est pas une science exacte, vous savez. Vous n'avez pas la mort garantie. Mais alors, où on trace la ligne? Vous voyez bien ici qu'à dans cette tranche de 60 à 69, on a 6,5 des morts. C'est davantage que si vous êtes jeune, beaucoup moins qu'après 70 ans. Donc, voulons-nous dire aux gens de 65 ans, par exemple, vous ne pouvez pas travailler? C'est une question de jugement, vous savez, c'est délicat. Et même si vous avez 40 ans et vous avez une maladie chronique, par exemple, sous-jacente, vous n'avez pas à retourner au travail. Mais si vous êtes en forme, vous avez 65 ans, je pense que vous devriez avoir le droit de retourner au travail. Donc, nous tentons de trouver ce fin équilibre, vous savez, entre la liberté d'un côté, la santé de l'autre. Je pense qu'il est important, si nous respectons le 2 mètres entre les individus, si vous portez un masque, si vous devez vous rapprocher à l'intérieur des 2 mètres, je crois qu'il est raisonnable de permettre aux gens de 65 ans de retourner au travail. Écoutez, dans le 65 à 69 ans, ce n'est pas uniquement la population en bonne santé. Cela inclut des gens qui ont un système immunitaire compromis. C'est également vrai à 40 ans. Si vous souffrez de l'asthme, n'est-ce pas? Vous êtes plus à risque que votre voisin qui ne souffre pas d'asthme et qui a le même âge que vous, par exemple. Question. Vous dites et redites que les choses vont s'améliorer, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Est-ce pour moi la question? J'y vais. J'espère que ça va s'améliorer un jour. Je crois réellement en cela. Mais il y a différentes raisons qui expliquent la situation. Premièrement, nous avons été bombardés par les gens en retour de New York. On a eu cette mauvaise semaine. C'était très bien pour les gens en vacances, mais en revenant, ils ont ramené le virus avec eux. Et donc, on a le problème du personnel et de matériel de protection au début qui a contribué. Tout cela, eh bien, ce sont des facteurs qui ont contribué à la situation de Montréal et de Laval. Mais ailleurs, au Québec, regardez bien. C'est un paradis. Si les choses étaient parfaites, s'il n'avait pas eu le problème du personnel dans les CHSLD, on aurait vécu un phénomène très différent à Montréal. Mais écoutez, à Montréal, il y a plus de gens, la densité est plus élevée, il y a plus de pauvreté, il y a plus de tout. Et donc, puisqu'il y a plus de tous ces facteurs-là, il y a plus de cas également. Nous faisons tout pour maîtriser la situation, surtout en CHSLD, et ne pas
voir cette transition vers la transmission communautaire importante. Écoutez, regardons les cas. 104 à Montréal, 6 à Laval, 2 à Lanaudière, 5 dans les Laurentides et 2 de la Montérégie. Donc, au total, si vous venez la grande région de Montréal, c'est 119 morts sur 121 cas. Donc, dans le reste du Québec, on avait 2 décès en Mauricie, mais toutes les autres régions sont à 0 décès. C'est pourquoi nous avons ouvert le reste du Québec, mais nous maintenons la fermeture à Montréal, dans la grande région de Montréal. C'est tout à fait sensé et logique. C'est ainsi que nous voulons trouver l'équilibre entre le risque et donc entre la santé publique, entre la santé physique et mentale. Pour ma part, j'inviterai toutes les personnes dans ces régions-là de rester en contact avec ce que le premier ministre vous rappelle. Donc, lavez-vous les mains, n'oubliez pas le 2 mètres, utilisez des masques et ne commencez pas à faire de parties, que ce soit chez vous ou dans la rue, car nous avons besoin de vous si nous voulons tous vivre un meilleur été, un meilleur printemps. Toute dernière question. Pourquoi exclure les CHSLD du R1 parce que la contamination est venue de la communauté? Est-ce que cela ne change-t-il pas de façon déraisonnable les données? Réponse. C'est vrai, vous avez raison qu'il y a des contacts entre la communauté et les CHSLD, mais ce n'est pas un facteur assez important pour le mettre dans le R1, car il nous faudra gérer cela de façon serrée. Il va falloir gérer ce qui se passe dans la communauté, mais il n'y a rien de complètement clos ou de fermé. Il y a toujours des liens, des allers-retours, mais c'est une autre perspective que d'imaginer la transmission. Ce sont les experts qui ont pu travailler sur les modèles. Merci. Et puis, Alors voilà, une plus longue conférence de presse aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses là. Montréal, ne retenez plus votre souffle, c'est repoussé au 25 mai, ouverture des commerces et des écoles. On va en reparler.